À tous, c'est Cryptéo et on se retrouve, ça y est, de nouveau comme tous les matins pour faire le point sur les news macro éco crypto. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un excellent week-end, j'espère que tu t'es bien abonné à cette chaîne si tu veux avoir des informations quotidiennes sur l'écosystème crypto, de la finance en général, hein, même traditionnelle, etc. De l'investissement, etc. Franchement, tu es au meilleur endroit possible. Et bien évidemment, si tu veux avoir de l'éducation et de l'accompagnement dans l'écosystème crypto, c'est surtout ça cette chaîne. On est bien évidemment là pour faire des vidéos sur l'écosystème des news, etc. Mais surtout aussi pour vous apprendre comment ça fonctionne. C'est la base du projet Blockchain Capital, à savoir de faire de l'éducation financière. Après, vous connaissez un petit peu pour ceux qui sont là. Le but du jeu, c'est de grossir et de proposer beaucoup d'autres services, mais on est un projet de services de finance, etc. Bien le bonjour à vous et abonnez-vous, likez si vous voulez faire un soutien au projet Blockchain Capital et commentez si vous voulez aussi faire un soutien un petit peu plus supplémentaire. Seuls les vrais le font. Let's go. On va voir si t'es un vrai. Alors, comme d'habitude, tous les matins, je vous ouvre du coup avec le petit Crypto Bubble et je vous dis un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui. Donc vous le savez, aujourd'hui, et vous le voyez à la lumière derrière, on est bien évidemment en neutre, en période depuis ce week-end. Mais c'était un petit peu classique, je vous l'ai dit vendredi quand j'ai fait les news ensemble et sur la vidéo que vous avez regardé potentiellement sur YouTube. Je vous ai dit qu'il ne devrait pas se passer grand-chose ce week-end, à moins de grosses dingueries. Alors, il y a eu une belle dinguerie, et on va le voir justement tout à l'heure sur un protocole en particulier, mais pas de dinguerie exceptionnelle sur la macroéconomie, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de changement, et c'est pour ça qu'on est chez Flatland complet, et que ça bouge pas énormément, du moins encore aujourd'hui. Par contre, ça devrait quand même, j'espère, bouger un petit peu cette semaine, même si vous savez que ça y est, cette semaine on entame le mois d'août, du coup on va arriver sur des trucs un petit peu plus calmes, mais bon c'est normal. On va parler de pas mal de choses ce matin, donc reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo, comme d'habitude, tu sais très bien, tu connais le watch time, c'est surtout aussi pour si tu veux avoir toutes des informations, bien évidemment. On va parler de la réglementation aux États-Unis qui est très important. On va parler un petit peu de FTX. On va bien évidemment parler de ce qui s'est passé sur Curve parce que c'est important que tu le vois, que tu le saches et que tu comprennes si ça t'a été impacté ou pas. D'ailleurs, j'espère que j'ai pas eu le temps de regarder le live de ce matin de Mathéo, mais normalement Mathéo vous en a parlé énormément et venez discuter avec Mathéo parce que c'est vraiment la spécialité de Mathéo sur le. Elle a Scriptomat sur notre Discord, donc faites un arroba Scriptomat sur le Discord et venez voir un petit peu ce qu'il vous propose et ce que vous voulez discuter avec lui, c'est très important. Surtout de comprendre la finance décentralisée, parce que c'est vraiment le futur, clairement, de vos investissements après. Donc si vous comprenez directement maintenant, vous aurez beaucoup d'avance sur tous les autres. Bref, on va parler encore un petit peu du WorldCoin, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes à ce sujet, surtout en France. On va voir Crypto.com qui peut exploser Binance, ça se trouve... Si ça se trouve, je vais vous parler d'un projet qui est important, que vous avez peut-être loupé en partenariat, enfin à côté d'Ether, Gary Gensler qui fait toujours des petites siennes et de la finance décentralisée comme d'habitude. Bienvenue dans le futur à tous ceux qui s'abonnent les amis, let's go, ça part. Alors, vous l'avez vu, Crypto Bubble, on est vraiment dans ni rouge ni vert, on est à zéro, on est flatland, c'est pour ça que je vous ai mis le bleu derrière. Comme d'habitude, vous voyez tout ça. Ensuite, niveau news macro, donc on en attendait qui sont importantes ce matin, qui sont tombées justement tout à l'heure à 11 h, pendant que Alex était en train de faire le live avec les VIP. On a eu l'inflation sur toute la zone Europe et le GDP, donc à savoir la production en gros et la croissance de la zone Europe, d'accord ? Ce qui est important à retenir, et que moi je trouve qu'il y a vraiment une dissonance complète à chaque fois entre les deux, et je trouve ça complètement débile. Même s'il n'y a pas eu de gros changements, c'est quand même pour montrer un petit peu la dissonance qu'on a actuellement. C'est-à-dire que on a eu une augmentation du GDP, donc on a eu une croissance en zone Europe qui a augmenté de 0,1 par rapport à ce qui était attendu, d'accord ? Et on a eu aussi une augmentation de 0,1 par rapport à ce qui était attendu sur l'inflation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si l'inflation monte, ça signifie que les gens ont moins d'argent à la fin du mois pour dépenser de partout, parce qu'en fait toutes les choses de leur quotidien ont augmenté, donc ils ont moins d'investissement possible. Donc s'il y a moins d'investissement, la croissance économique est censée ralentir, d'accord? Donc oui, elle a quand même ralenti par rapport à ce qu'on avait avant, d'accord? Qui était à 1%, on est passé à 0,6, mais elle est un peu mieux que ce qu'on avait prévu, comparé justement à l'inflation qui, elle, pour le coup, était censée baisser un tout petit peu et qui a augmenté. Donc c'est pour vous montrer à quel point ça ne va pas. Par contre, encore une fois, ce que je trouve très important, c'est le forecast là. Donc à savoir ce qui était attendu. Je trouve ça très très drôle et ça c'est vraiment quelque chose qui est
certes calculé également, mais comme je vous l'ai déjà dit sur mes chiffres, c'est très important de dissocier les chiffres que vous voyez du réel, d'accord? J'aime bien vous dire ça et pour vous montrer un petit peu que c'est important de voir les chiffres parce que c'est souvent les répercussions qui vont arriver sur le marché, etc. Parce qu'on vit dans un monde fictif, on n'est pas dans la matrice mais presque. Et ce qui m'embête, c'est que le réel à côté, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est toi, comment tu vis, comment tu vas faire tes courses, etc. Ça, c'est vraiment très important. Et malheureusement, les gens ne sont pas assez attachés au réel et plus aux chiffres alors que les chiffres, c'est complètement virtuel. Bref, donc essayez de regarder les chiffres juste en termes d'indicateurs mais pas en termes de décision, d'accord? En termes de choses qui vont vous faire décider les choses. Vraiment très important, s'il vous plaît. Bref, donc je voulais vraiment revenir sur ces points-là qui sont arrivés aujourd'hui. C'était des points qui étaient importants et je vous l'avais dit la semaine dernière que cette semaine était importante niveau Europe parce qu'on avait beaucoup de chiffres qui allaient tomber au niveau Europe, là, Allemagne, etc. cette semaine. Même si demain on a l'ISM qui va tomber. Après, on a quelques importants aussi points qui vont arriver le 4 août là sur le chômage aux États-Unis. Vous savez que c'est important. On est quand même sur une semaine qui est un peu plus calme macroéconomiquement parlant que la semaine dernière, mais il y a quand même des points importants et surtout il y a quand même des dingueries potentiellement macroéconomiques qui peuvent toujours arriver sur, vous connaissez un petit peu l'appel sur la SEC, les ETF, etc. Tout ça où on est tous un petit peu tenus en haleine de ce qui va se passer, même si vous savez que là on arrive sur les 2 premières semaines d'août où c'est les 2 premières semaines où tout le monde s'en fout, tout le monde est en vacances. Donc on va voir ça et on va suivre ça ensemble les amis. Bref. Au niveau du Bitcoin, donc c'est ce que je vous disais, c'est qu'on est complètement chez Flatland. Donc je vous l'ai dit, on est en H4 là, sur le graphique que vous voyez ici. Donc par contre, à noter, c'est qu'on est toujours en dessous de ma petite ligne court terme des 29 522 que je vous avais placé l'autre fois, qui est très importante. Je vous avais dit, normalement, quelque chose de logique, c'est de venir rebondir, enfin, après l'avoir franchi à la baisse, hein, c'est de venir rebondir dessus et go sur les 28 720. Pour l'instant, on ne l'a pas fait et à tel point qu'on est venu la valider vraiment moyen terme, ma ligne des 29 522. Pourquoi? Parce qu'on est venu la taper une fois, 2 fois, 3 fois. D'accord? Donc c'est à partir de 3 fois qu'on met un truc classique là-dessus sur vraiment ce graphique-là. Mais je vous l'avais déjà mis avant parce qu'on l'avait déjà tapé plusieurs fois. D'accord? On l'avait tapé déjà 1, 2 et 3 fois. Mais en termes de résistance, et maintenant on est plutôt sur un support. Bref, pour vous dire à quel point c'est très important de mettre ces lignes-là et ces résistances et supports sur vos graphiques et savoir les reconnaître, c'est très important. Bref, les 30 000, toujours le point psychologique à retenir. Les 30 400, c'était le point moyen terme qu'on avait mis en place sur ces derniers points là-dessus. Et le 31 200, c'est ce qu'on surveille actuellement pour aller récupérer la liquidité à la hausse avant de rebaisser. Bref, vous connaissez un petit peu ce qui se passe actuellement. Pour l'instant, tant qu'on est en dessous des 29 522, pour moi, c'est que on devrait aller voir ce qui se passe au 28 700, qui est à savoir la borne basse de mes crochets là qui sont très long terme, 28 32 là en gros les points bleus. Donc on est sur la borne basse, c'est quand même un support qui est assez résistant et important. Donc si jamais on va les toucher, il y a potentiellement un truc important pour pouvoir repartir sur les 30 000 hein, et faire un rebond dessus. À suivre de très près, mais bien évidemment vous connaissez un petit peu la chanson de ce qui se passe actuellement, avec malheureusement ce qui m'embête, des news centralisés qui foutent le bazar de temps en temps, on l'a bien vu là, et qui peuvent mettre un bazar complet dessus et le péter à la baisse complètement pour aller voir là-dessus. On va voir ce qui va se passer cette semaine, en tout cas par rapport à toutes les news centralisées qu'on attend, à savoir sur le procès, à savoir sur, les ETF, etc. Donc on va suivre ça de très près les amis. Je reviendrai sur les graphiques tout à l'heure pour vous montrer d'autres choses. En attendant, on va passer aux news que vous avez potentiellement pu louper. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour vous faire un petit rapide point sur là où on en est actuellement de macroéconomiquement parlant. Ce qui est important à savoir, c'est que la BCE a bien évidemment été contrainte d'augmenter ses taux hein, pour pouvoir casser l'inflation. Vous le voyez, ça n'a toujours pas fonctionné. Alors, comparé aux États-Unis où l'inflation baisse, nous, ça baisse pas. Alors qu'on continue d'augmenter les taux à la même vitesse que les États-Unis, à peu près. Donc ça, c'est un réel, vrai problème en Europe. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et tout le monde a l'air de s'en foutre parce que tout le monde est en vacances, mais croyez-moi, si on avait ces chiffres-là en pleine période estivale, enfin classique septembre, octobre, novembre, tout le monde s'inquiéterait un petit peu plus que les gens s'inquiètent actuellement parce que les gens sont au soleil, ils s'en foutent. Mais c'est vraiment important, c'est-à-dire que là, la BCE continue d'augmenter ses taux et l'inflation ne baisse pas, donc c'est vraiment un réel gros problème, d'accord? En attendant, ils augmentent leurs taux à la même vitesse que la Fed. Si vous voulez aller un peu regarder cet article-là, franchement, ça peut être très intéressant pour vous. Et ce que je voulais vous montrer, c'est où on en est actuellement par rapport à la politique monétaire de la Fed d'augmentation des taux, pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé déjà historiquement parlant, d'accord? Franchement, regardez ça, c'est assez important avec
En gris, ils ont mis les principales crises financières qu'on a eues, entre guillemets, mais il y en a eu des plus ou moins courtes. Hein. Et vous voyez que à chaque fois, on a eu des crises au moment où il y a eu des grosses baisses de taux. Hein. Enfin, où ils ont été obligés de baisser les taux pour pouvoir faire ce qu'on vous dit qui est une bêtise. Bref. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont... En 2020, la crise Covid, ils ont... Bon, c'est une crise Covid, ils ont quand même mis crise, mais c'est moins important en termes de finances que ce qui s'est passé en 2008. Mais tu vois un petit peu l'état et l'ampleur des dégâts de là où on en est actuellement. Je sais pas comment tu vois les choses, mais juste pour te donner une idée. En 2008, quand on a vraiment eu un vrai bazar, d'accord, un vrai bazar macroéconomiquement parlant, eh bien on était au même type de taux que là où on en est actuellement, d'accord. C'est pour que vous vérifiez un petit peu où est-ce qu'on en est. Hein. Moi, c'est des petits signaux indicateurs qui font flipper, que j'avais déjà en fait à ces moments-là. Moi, je les avais déjà personnellement sur mon étude de la finance et mon analyse financière en dehors des marchés. Je l'avais déjà à partir de 2017-2018, hein, c'était mon métier, parce que je voyais que ça montait un petit peu vite et j'avais déjà cette crainte. Bon, ça s'était confirmé entre guillemets, mais par rapport à un événement rien à voir, le Covid. Et là, on a vraiment une augmentation qui a complètement pété un cap par rapport à ce qu'on avait avant. Donc, on n'est clairement pas au stade de 1980, 1970, etc. où là, on était vraiment sur des grosses catastrophes niveau taux. Hein, quand on parle sur des 15%, on est sur un autre délire hein, de taux. Hein. Actuellement, clairement, avec le bazar qu'on a mis en place par rapport à ce qui était il y a de 1980, tu mets un taux de banque centrale à 19 points là, à 19%, mais c'est mort, c'est terminé, il n'y a plus rien qui existe. C'est pas une blague en plus, c'est vraiment pas une blague, c'est impossible. Donc là, on est déjà quasiment au plus haut de ce qui est tenable possible sur ce qu'on a par rapport au financement qu'on a mis actuellement. Ça, faut le savoir. Hein. C'est-à-dire que ça, si les taux continuent d'augmenter encore plus haut que ça pourrait être une réelle grosse catastrophe. Normalement, ça ne devrait pas le faire parce qu'ils ont prévu de faire un pivot, de changer, de stagner, voire de baisser. Mais il faut faire attention à ça parce que vous le voyez que quand ils ont commencé à baisser en 2007, tout allait à peu près bien déjà. Hein. Ils ont baissé et c'est à partir de septembre 2007 qu'on a eu la grosse crise. 2007-2008 en plus, je dis n'importe quoi. Bref. Donc faites attention, c'est pas parce que on va baisser que tout sera bien. Hein. En général, il y a un décalage parce que tu sais qu'il y a un décalage de plusieurs années par rapport là, on se prend le Covid, mais justement, ce qui va se passer en 2024, voire en 2025, en termes de crise financière, c'est ce qui se passe actuellement. Ça, faut pas l'oublier. Bref, donc c'était pour vous montrer les points importants. Désolé, je suis resté dessus un peu longtemps, mais en même temps, si vous ne comprenez pas ça, vous allez dans le mur niveau investissement, peu importe où ils sont. Hein. Je vous parle pas de crypto, là, je vous parle vraiment de finances traditionnelles. Hein. Votre livret A peut en prendre un coup énorme dans la tronche parce que votre banque peut avoir un système qui fonctionne plus du tout. Franchement, c'est très important que vous connaissiez un petit peu et que vous sachiez un petit peu comment ça fonctionne. Et ceux qui disent « Ouais, mais vous inquiétez pas, moi de toute façon, j'ai le cash chez moi dans le lit, tout va bien, les banques, j'en ai rien à foutre. » C'est le pire truc à faire d'avoir du cash chez lui, hein, d'accord? Et si vous ne comprenez pas pourquoi, je vous l'ai déjà expliqué 50 000 fois, venez sur le Discord. Ensuite, ça c'est une petite news fun que je voulais, que je voulais vous montrer. On a quelqu'un de français, Elias, c'est un ancien créateur des bisounours, pardon, et de certaines autres dessins animés de quand mon grand frère était petit, parce que c'est pas trop ma génération, ça bref, qui est accusé par la communauté FTX qui veut récupérer ses fonds parce que cette personne-là en fait s'est retrouvée à faire je sais plus trop comment d'ailleurs, regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus, mais s'est retrouvé à faire de l'investissement dans l'écosystème crypto après tout ça. Bref, et en tout cas, il se fait accuser un petit peu d'être dans la petite roue rouge qui a été fait autour de FTX. Donc ça à suivre, et je vous invite à vraiment regarder un petit peu les articles que je vous mets à chaque fois, c'est vraiment important. Donc là, on arrive sur le point crucial du live, à savoir ce qui se passe sur Curve Finance depuis ce week-end. Donc le hack sur Curve Finance est arrivé ce dimanche 30. Et à savoir que ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a eu des pools de liquidités qui se sont faites vider complètement et qui se sont faites hacker. Alors si vous comprenez pas ce que je vous dis, pool de liquidités, etc., c'est parce que vous ne connaissez pas et vous suivez pas bien ce qui se passe niveau finance décentralisée. Et c'est très important parce que c'est l'avenir, le futur de l'investissement. Et vous devez venir voir un petit peu ce que vous explique Mathéo sur le sujet. Bref, ceux qui comprennent en tout cas, c'est qu'il y a eu plusieurs pools qui se sont faites attaquer, à savoir la Curve Ether, la Allet Ether, la MS Ether et la PETH Ether. Donc c'est plusieurs protocoles que je vous dis juste après là, qui ont été
attaquer, hacker. Vous savez très bien que les hackers depuis 2023, voire avant, ouais 2022 même complet, sont à fond sur l'écosystème de finances décentralisées parce que c'est l'endroit où il y a obligatoirement des bridges qui sont mis en place et c'est là où il y a des problèmes entre guillemets de sécurité. Et il voit du coup des failles très importantes. N'oubliez pas de ne pas confondre failles liées au bridge avec la blockchain. Hein. La blockchain ne peut pas être hackée, s'il vous plaît. Arrêtez de dire ça dehors. Ouais, la blockchain, le bitcoin, de toute façon, s'il y a des gens qui se mettent à hacker le truc, et non, c'est pas possible. Demandez à n'importe quel expert en informatique, vous verrez que tu lui demandes est-ce que c'est possible de hacker la blockchain de Bitcoin, il va te dire non. Et pour la simple et bonne raison, parce qu'en fait la blockchain est très simple, et trop simple pour être hackée. Bref, le système de blockchain, vous devez comprendre un petit peu ce que c'est. En attendant, on parle quand même de quelques petits millions qui sont partis, d'accord. Donc à ce dimanche-là, on était sur 19 et 20 millions. Et là, mise à jour ce matin, avec notamment PackShield Alert qui nous a mis ces informations-là à jour depuis ce matin, on est aux alentours des 52 millions de disparus sur les protocoles. Hein. Donc ça commence à taper un peu fort. Hein. Donc les protocoles que je vous ai dit tout à l'heure, c'est Alchemix, Metronome, Debridge Finance, Ellipsis. Regardez un petit peu ce qui se passe, tenez-vous au courant si ces noms vous parlent, si vous étiez sur le protocole de Curve, etc. Parce que Curve fait partie du trio de tête de l'investissement dans la finance décentralisée. Hein. Entre Curve, entre Uniswap et avec PancakeSwap, c'est vraiment les endroits de la finance décentralisée où tout le monde utilise. Donc il y a potentiellement des chances que vous soyez touché à ce sujet-là et que vous ayez des choses à faire ou au moins à regarder si vous êtes dedans. Donc vraiment faites attention et c'est très important que vous soyez au courant de toutes ces news là. Donc je vous invite vraiment à regarder sur X de temps en temps un petit peu ce qui se passe en tapant @curve, @crv, ce que vous voulez, hashtag etc. pour suivre un petit peu ce qui se passe, surtout aujourd'hui parce que ça c'est quelque chose qui date d'hier et là je vous l'ai mis à jour au mieux que j'ai pu tout à l'heure avec les news que j'ai trouvées. Mais il y a quand même pas mal de choses importantes. Parce que vous voyez que là, on avait la mise à jour d'hier, c'était 26 millions. Et on est quand même passé avec la mise à jour de ce matin à 52 millions. Et ça peut continuer et monter un peu haut. Donc on n'est pas sur des petits hacks quand même. Hein. Il faut surveiller ça de très près, s'il vous plaît. Let's go. Ensuite, et ben comme je vous l'ai dit, même si ça passe un petit peu au crible de tout le monde, j'ai l'impression, parce que tout le monde s'en fout, tout le monde est en vacances, mais on a une nouvelle banque aux États-Unis qui a fait faillite. Incroyable. Bon, la FDIC... qui est un peu un des sous-gendarmes aux États-Unis qui s'occupe de gérer tous ces trucs-là. Vous l'avez vu déjà normalement pendant qu'on a eu les différentes chutes de la Silicon Valley Bank, etc. Mais vous l'avez vu, Silicon Valley Bank, etc. Ça fait beaucoup de bruit. Celle-là, là, la Heartland Tri-State Bank, tout le monde s'en fout. Hein. Elle a fait faillite et justement, ils expliquent là-dessus que c'est la Dream First Bank qui va récupérer et qui va assumer tous les dépôts. Donc en fait, comment ça se passe? C'est qu'ils ont pris un problème et ils l'ont déplacé. Voilà. Ils ont dit, bon, il y a un problème, on va le déplacer. Plutôt que le résoudre, on le déplace, on le met autre part et puis eux, ils se débrouillent. Après, du coup, ça veut dire que qu'est-ce que ça se passe concrètement? Ça veut dire que, du coup, Heartland Tree, machin, là, ils avaient des dettes qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Et puis, du coup, plutôt que d'essayer de trouver des solutions pour les rembourser, de vraies solutions viables à long terme, etc., ils prennent ces dettes, ils les déplacent à quelqu'un d'autre qui les assume et qui se retrouve potentiellement dans la merde avec ce truc-là, à savoir la Dream First Bank. Bon. On continue dans les bêtises, j'ai envie de vous dire, ça c'est vraiment le rapport officiel de la FDIC. À suivre, franchement, affaire à suivre. En tout cas, moi ça fait partie des petits red flags que je vois qui arrivent petit à petit et qui arrivent un peu fort quand même en ce moment comparé à ce que j'avais déjà depuis des années que je fais mon métier d'analyste financier. Je vous tiendrai au courant, mais là, tout ce que je vois, c'est que tout le monde s'en fout parce que tout le monde est en vacances. Mais c'est important. Dommage. On continue justement sur la partie un petit peu réglementation, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais tu as le Congrès américain, donc le Congrès des États-Unis, qui a fait une lettre ouverte donc, à Tim Cook, le président de Apple, en lui expliquant, et c'est ça que je trouve incroyable, c'est parce que vous connaissez un petit peu tout ce qui se passe sur la partie NFT, la partie crypto, etc. des États-Unis, qu'ils aiment pas ça, entre guillemets, et là, ils font une lettre ouverte directement à Tim Cook en lui disant... Bon, ta politique là qui est un peu contre les NFT, est-ce que ce serait pas du coup contre-productif et contre l'innovation? Je trouve ça ouf. Hein. Que eux, en fait, ça montre qu'ils sont conscients, et c'est ça que vous devez retenir de cette lettre, etc. Qu'au Congrès des États-Unis, ils sont conscients que la technologie des NFT, c'est quelque chose de révolutionnaire qui va vraiment changer beaucoup de choses parce que ça répond à beaucoup de besoins. Et de là, expliquer à Tim Cook que ce qu'il fait, qui est un peu contre les NFT, est un peu contre-productif et qu'il devrait un petit peu réfléchir un petit peu mieux à ces choses. D'accord? Alors qu'à côté de ça, vous savez très bien que
Les États-Unis tapent de partout là où ils peuvent sur l'écosystème. Mais ce qui prouve là-dessus, enfin moi ce qui me prouve là-dessus, c'est qu'ils sont quand même conscients du fait de l'importance de l'écosystème crypto. D'accord? Donc retenez vraiment ça. En tout cas, c'est ce que vous devez retenir. Si ça vous intéresse, vous avez une petite lettre de 4 pages, une petite lettre de 4 pages que je vous mettrai bien évidemment, qui est la lettre officielle du Congrès des États-Unis, qui a été envoyée à Tim Cook. Voilà, à ce sujet des NFT. Donc je vous l'ai dit, les NFT, c'est comme le futur. Et comme vous l'avez dit, Monsieur Rabbit, pendant notre podcast avec lui, il n'y a actuellement pas d'endroit où les NFT ne sont pas applicables. Donc c'est vraiment partout applicable. Mais quand c'est partout, hein. C'est ta boulangerie, c'est ton épicerie, c'est n'importe où. Très important, donc comprenez-les et apprenez maintenant. Et faites-le avec Blockchain Capital, donc abonnez-vous les amis. Ensuite, ça c'est assez drôle, mais Crypto.com réussit là où Binance échoue. Alors ça c'est quand même incroyable, mais vous le savez que les Pays-Bas, Binance, ils ont renoncé et ils se sont fait rect aux Pays-Bas pour avoir une agrémentation de travail là-bas, d'accord? Et ben, Crypto.com, sur leur site officiel, ça date déjà d'il y a quelques jours, mais ils ont officialisé le fait de pouvoir travailler là-bas. Comme je vous l'avais déjà dit il y a quelques semaines, est-ce qu'on n'assisterait pas à un potentiel vrai retour de la plateforme de Crypto.com? Franchement, à voir, parce que n'oubliez pas qu'un des atouts majeurs qu'a Crypto.com par rapport à Binance, c'est leur nom. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à acheter le nom Crypto.com, c'est exceptionnel. Hein. Ils avaient déboursé je ne sais plus combien à l'époque pour avoir ça, mais c'était vraiment énormissime. Il y avait une vraie guerre Binance Crypto.com pendant des années, 2018-2019 pendant que j'étais dessus, et puis après Binance est complètement parti to the moon, alors que Crypto.com ils ont enchaîné les conneries. Mais franchement, là, petit à petit, ça repart, hein, et ça repart doucement mais sûrement. Et pareil, à côté de ça, on a Coinbase qui pendant des années, moi j'étais là aussi au tout début, Coinbase qui était très cher, qui était très catastrophique, qui était machin, qui était très très loin derrière tout le monde. Maintenant, Coinbase, avec l'introduction en bourse, avec le fait de foutre les ETF dessus, ça peut être une plateforme vraiment très intéressante. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait vraiment un petit trio de tête ou quelque chose comme ça qui se mette un petit peu plus en gestion avec des gens qui aiment plus ou moins tous à 33%, plutôt qu'actuellement Binance qui est complètement devant, Crypto.com, Coinbase, les autres qui sont complètement derrière. Ça serait bien qu'on ait un peu plus de concurrence pour pouvoir justement travailler ça sainement, sereinement, plutôt que de centraliser tout ce qui se passe dessus. J'espère qu'on se dirige vers ce type de choses là. Bref, on va parler de WorldCoin 2 minutes. Alors, est-ce que c'est un projet qui est réellement révolutionnaire? C'est une question que se pose un petit peu légitimement CoinTribune. Donc je vous invite vraiment à lire ça. C'est une page avec certains liens qui vous renvoient sur les choses un petit peu importantes, mais en tout cas il y a quand même des choses sur la protection de la vie privée qui est quand même mis en avant, à savoir est-ce que c'est bien, pas bien de faire son scan d'iris, etc., etc. En attendant, de toute façon, dans les pays développés, pour l'instant, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas grand-chose de mis en place, hein, d'accord? Je vous l'ai dit vendredi, Sam Altman, le PDG, disait qu'il y avait environ 8 scans d'iris, enfin un scan d'iris toutes les 8 secondes, pardon. C'est clairement pas en France, hein. Pour l'instant je sais même pas s'il y en a un en France qui l'a fait, je crois que c'est pas encore ouvert et disponible en France, donc de toute façon voilà. Mais pour vous rappeler que 60 balles de WorldCoin en France, nous tout le monde s'en fout, dans certains pays, Madagascar, je vous l'ai dit que c'est plus d'un mois de travail, donc s'ils y vont là-bas, ils vont scanner leurs iris, ils en ont rien à faire, d'accord? Très important. En attendant, c'est très controversé, toujours, et surtout en France, parce que la CNIL, donc vous savez que c'est le réseau qui s'occupe de vérifier un petit peu la régularité, etc., de ce qui se passe en France. Est-ce que c'est légal par rapport au rapport de la CNIL qui avait été mis sur la protection de la vie privée, etc., qui avait été posté en 2018? Ils sont justement en train d'étudier si le WorldCoin respecte ou non ce qui se passe là-dessus, donc pour pouvoir autoriser ou non le scan d'iris, etc. en France. Donc franchement, à voir ce qui va se passer, surveillez ça de très près parce que ça va arriver dans les prochains jours. Quand je vous dis qu'il y a comme des news un petit peu centralisées qui arrivent, c'est important. Surtout pour vous, surtout pour le projet WorldCoin en général. Il ne faut pas oublier que les Français, oui certes on est petits, mais quand même actuellement dans l'écosystème crypto, on pèse quand même pas mal avec certains gros acteurs comme Asher entre autres. Ça c'est une petite news fun que je voulais vous montrer et je voulais vous faire un petit rappel dessus. Donc si ça vous intéresse sur Chainplay, vous avez une étude qui a été faite sur les mêmes coins et c'est ce chiffre là moi qui me chagrine et qui me fait flipper. C'est que je suis content en même temps pas content. C'est à dire que 69%, allez disons 70% des investisseurs sur les mêmes coins le font pour le fun. C'est bien et c'est pas bien. C'est à dire que c'est bien
mais moi je le vois comme le verre à moitié vide, parce que je vois que ça veut dire qu'il y a 30% des gens qui investissent sur les mêmes coins qui sont persuadés que c'est un investissement incroyable qui va leur apporter de l'argent. C'est ça qui me fait flipper. Moi franchement j'aimerais bien voir, parce que moi personnellement oui j'ai investi dans les mêmes coins, j'investis toujours de temps en temps dans les mêmes coins, mais je le fais clairement pour le fun. C'est-à-dire que jamais je me dis en investissant sur un même coin en disant oh mais ça c'est génial, ça va être un truc d'avenir qui va me rapporter énormément d'argent. Non, je le fais juste pour le fun en me disant ouais tiens allez j'ai 1% là, je sais pas quoi en foutre, je vais le foutre là-dessus. Et c'est comme ça que tout le monde devrait faire. C'est-à-dire que si on n'est pas à 100% sur ce truc-là, on devrait être au moins à 95% au moins, pour qu'il n'y ait que 5% de débiles. Mais là, 30% de gens qui investissent sur les mêmes coins en pensant qu'ils vont gagner de l'argent, c'est grave. Et pourquoi c'est grave? Pour la simple et bonne raison qu'on en revient toujours au même, parce que c'est des gens qui ne sont pas éduqués sur l'écosystème crypto, qui pensent que le même coin c'est la même chose, que le PEP c'est la même chose que Bitcoin. C'est grave, c'est très grave. Il faut vraiment comprendre ça. Pourquoi je vous dis c'est grave? Parce que ces gens qui vont investir là-dessus vont se planter et après vont dire Bitcoin c'est nul. Ils comprennent rien. Donc éduquez-vous, c'est vraiment important. Mais un petit peu de temps et d'argent dans l'éducation, vous êtes capable de le faire pour pouvoir devenir ingénieur, pour faire des écoles de commerce, pour faire n'importe quoi. Je vois pas pourquoi vous ne serez pas capable de le faire pour pouvoir faire la gestion de vos finances. Donc très important. En tout cas, c'est un chiffre que je voulais vous montrer, que je trouve vraiment trop bas par rapport à ce qu'on a réellement à côté qui est important. Bon, ça c'est important. Très important même, parce qu'on a bien évidemment le halving du Litecoin qui arrive dans 2 jours, 3 heures, 17 minutes. Bon, ça c'est à peu près, c'est pas ultra précis, parce que vous savez que ça change en fonction de tout ça. En attendant, c'est une des choses qui est très importante à surveiller, les halvings de certains projets qui sont en Proof of Work et qui sont en halving, notamment le Litecoin, parce que c'est quand même un gros projet, d'accord, même s'il est un peu moins machin et que c'est toujours controversé, etc. C'est quand même un gros projet, ça arrive dans 2 jours, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est le halving? Juste 2 secondes. C'est que tous ceux qui minent actuellement du Litecoin vont voir leur récompense du jour au lendemain se diviser par 2. D'accord? Alors que l'électricité n'aura pas bougé, voire elle augmente demain. Hein. Donc au même temps en France, elle augmente de 10%. Je vous parle en France. Hein. Elle augmente de 10%. Là où ça va... Enfin, tes gains vont diviser par 2. Je vous rappelle que le Litecoin, c'est le script derrière en termes de... Oh là là! D'algorithme, je vais trouver de consensus d'algorithme de validation de la blockchain, c'est le même que le Dogecoin. Et je vous ai déjà dit qu'il y avait beaucoup de gens actuellement qui utilisaient le protocole Script, surtout pour miner du Dogecoin. D'accord? Donc il faut vérifier un petit peu ce qui se passe sur tout ce protocole-là et tout ce qui se passe à ce sujet-là. Est-ce que c'est quelque chose qui va relancer le Litecoin et qui va faire monter le prix x2 dans 2 jours? Non, déjà ça vous pouvez vous le mettre de côté, le Litecoin ne fera pas x2 d'ici 2 jours, c'est impossible, d'accord? Par contre, que ça monte sur le long terme, c'est pas impossible, mais historiquement parlant, il faut faire attention parce que les jours des halvings, bon bah ça se passe, vérifiez déjà que tout se passe bien. Bon, il n'y aura pas de gros changements. Et voir un petit peu que vont faire les mineurs à ce moment-là. Ils vont être plus à s'inscrire dessus, ils vont être moins. Et de temps en temps, on a quand même du sell de news hein, qui arrive sur ce point-là, au moins les premiers jours. Donc, à vérifier. Peut-être que ça va remettre un petit peu de volume et de volatilité sur le Litecoin. On va voir tout ça ensemble. À surveiller. Est-ce que je peux vous montrer vite fait, même si j'ai pris un peu de retard là sur mes news, parce que j'ai parlé beaucoup ce matin, mais bon c'est lundi, sur le Litecoin, vous savez très bien qu'il a quand même bien respiré, là on est toujours en 4 heures, mais on va se le mettre en daily pour voir un poil plus loin. On est toujours de toute façon sur un bear market, hein, de base on est toujours très loin du plus haut de 2021, mais ce que je voulais vous dire c'est que le plus haut de 2021 n'était pas très haut, d'accord, comparé à ce qu'on avait avant. Je vais me le mettre un peu plus large encore. Voilà, ce que je voulais vous montrer, bon on le voit pas très bien parce que c'était sur je sais plus quel truc je l'avais, mais ce que je voulais vous montrer c'était que le Litecoin n'est pas monté très haut par rapport à le pic de 2017, d'accord? Et ça c'est un truc important à surveiller. Et j'ai pas eu le temps de le faire, mais je voulais vous montrer, je vais essayer de vous le faire pour ceux qui sont VIP sur le Discord là les amis, pour vous montrer un petit peu ce qui s'était passé sur le précédent halving de Litecoin, les jours d'après, etc. Sur le graphique. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc ce sera pour ceux qui sont VIP, ça fait partie des projets, des gens qui payent le VIP, qui payent pas pour rien. Donc si vous voulez regarder un petit peu le VIP, venez sur le Discord comme d'habitude les amis. Bref. Donc vous voyez qu'on est quand même sur une petite montée à voir de ce qui se passe actuellement sur le Litecoin. Mais comme vous l'a dit Alex, en termes de juste purement graphique, on est sur du bullish actuellement. C'est-à-dire qu'on est un petit peu sur un investissement un peu à la hausse actuellement en termes d'analyse technique. D'accord? N'oubliez pas que ce n'est pas la seule chose qu'il faut regarder. Mais en tout cas, comme vous l'a dit Alex tout à l'heure, on est sur des choses qui sont importantes techniquement parlant à la hausse. Bref.
On continue avec les news importantes que je trouve sur le créateur de l'ERC20. Vous savez que chez Ether, ils étaient plusieurs à travailler dessus, à savoir 3 personnalités vraiment très connues, donc Vitalik Buterin, à savoir le PDG, enfin le créateur de ADA après, je sais plus comment il s'appelle. Bref, on en a parlé plusieurs fois du projet Cardano, j'ai un trou de mémoire. Et la troisième personne, c'était Fabien Vogesteller, désolé pour ton prénom, pour nom de famille, qui était aussi lui un petit peu le créateur de l'ERC20 vraiment. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il revient un petit peu sur pourquoi il a quitté entre guillemets Ether pour se consacrer à sa propre blockchain lui aussi. Donc vous savez que les trois principaux créateurs ont Ether, ADA, et lui il avait créé le Luxo. Si jamais ça vous intéresse, vous devez regarder un petit peu ce qui se passe. Le Luxo, pour le coup, est bien loin comparé à ADA et à Ether. Est-ce que c'est un projet qui a de l'investissement à l'avenir? Je vous invite à regarder, à vous prendre un petit peu la température, savoir si ça vous intéresse ou pas. Ensuite, je voulais revenir sur ce projet-là qui peut être intéressant quand vous vous faites hacker vos projets. C'est-à-dire qu'il y a Immunify qui a sorti son rect test. Alors, il va falloir regarder un petit peu comment ça fonctionne, regarder tout ça. L'idée de ce projet-là, c'est que vous puissiez lancer une espèce de moulinette sur un projet avec le rect test qui va faire un test. Du coup, il vous dire si le projet est legit, donc va fonctionner, entre guillemets, enfin n'est pas un scam, ou si c'est un scam avec des raids alert. C'est enfin un vrai truc. Il y en a plusieurs qui se développent là-dessus pour pouvoir tester et vérifier un petit peu les nouveaux projets ou les projets s'il y a des red flags ou pas. C'est vraiment important de continuer à faire ce développement-là parce que c'est ça qui va pouvoir vous aider à vérifier la légitimité des projets. N'oubliez pas que c'est juste un outil. Vous devez faire vos propres recherches. Très important. En attendant, RegTest est mis en place sur pas mal de projets, notamment sur Solana, etc. Je vous invite à regarder ça franchement et comprendre comment ça fonctionne, c'est important. Ensuite, on a un petit article qui nous dit que Gary Gensler qui limite l'utilisation de l'intelligence artificielle sur les marchés financiers. Bon bah, c'est toujours très drôle de voir que la SEC est toujours contre un petit peu tout ce qui se passe dans l'écosystème crypto. Ça me fait rire moi personnellement, bref. Vous savez qu'il y a quand même une grosse controverse sur l'utilisation de l'intelligence artificielle de partout. Et lui fait partie de tous ceux qui n'aiment pas du tout l'intelligence artificielle. À voir, franchement je pense qu'il y a des choses exceptionnelles à faire, mais bien évidemment il faut l'encadrer comme vous l'avez dit notre ami Elon Musk. On continue sur Deblock avec, pour rappel, et on va finir sur ces 2 dernières news, très important, et enfin, je vous l'ai déjà dit sur les dernières vidéos, mais il faut que vous le reteniez, avec ce type de news là, avec les liens que vous avez dessus, pour vous faire un rappel, ça y est, enfin potentiellement les États-Unis se sont décidés de mettre en place de la réglementation et de la régulation sur l'écosystème crypto, un petit peu comme nous on l'a fait avec Mika, etc. C'est bien et pas bien, encore une fois je vous le répète, c'est bien dans le sens où il faut mettre de la réglementation pour que ce soit plus ou moins carré, que les projets qui se développent sachent ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire. Ce qui n'est clairement pas le cas aux États-Unis actuellement, qui est un peu plus le cas en Europe grâce à Mika, ce qui est le cas à d'autres endroits. Mais ce qui est vraiment pas bien, c'est que ces réglementations-là imposent des choses aux projets qui sont pas bien en termes de gestion de la vie privée, par exemple, d'accord? Et c'est ça qui est dommage. Mais c'est quand même un pas en avant comparé à ce qui s'est passé actuellement avec tous les attaques de la SEC. Normalement, si tu mets un cadre, la SEC au moins saura aussi qui elle pourra attaquer, comment elle pourra l'attaquer. Donc c'est important que vous puissiez regarder au moins les projets de loi, les lois qui sont utilisées, etc. Bref, et je finis en vous montrant cette news là, mais que vous devez aller lire par rapport à la finance décentralisée, notamment à ce qui se passe par rapport à Curve, parce que je sais que j'ai donné les news sur Curve, mais je sais qu'il y en a plein qui connaissent pas ce que c'est que la finance décentralisée. Venez voir ce qui se passe avec Matteo et lisez au moins cet article qui vous prendra 10 minutes sur le journal du coin, qui vous fait un petit rappel de ce qui se passe et petite micro-formation sur l'écosystème de finances décentralisées. Clairement, ça n'est pas... c'est pas le truc qui vous... en lisant ça, vous serez pas un expert en finance décentralisée, ce que je voulais vous dire. Voilà, c'est ça. En gros, de toute façon, expert finance décentralisée, ça n'existe pas nulle part, d'accord? Parce que c'est vraiment trop gros pour pouvoir faire ça, être trop nouveau. Mais il y a des gens comme Matteo ou même moi-même qui connaissons quand même pas mal de choses. Écoutez ce qu'on vous dit, surtout Matteo qui est vraiment dedans tous les jours et qui surveille tout ce qui se passe. Donc venez voir un petit peu ce qui se passe sur notre Discord et poser des questions à Matteo. En tout cas, je vous invite vraiment à lire cet article là sur la finance centralisée.
Lisez-le s'il vous plaît, c'est l'avenir, c'est le futur de vos investissements, que vous le souhaitiez ou non, parce que la technologie, je vous rappelle, NFT, blockchain, etc., c'est le futur. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez bien lâché votre like, j'espère que les meilleurs d'entre vous ont lâché un commentaire et j'espère que les petits nouveaux se sont abonnés à cette chaîne si vous voulez avoir plus d'informations. On ne fait pas que ça comme d'habitude, venez regarder ce qui se passe, regardez aussi dans la description les petits cadeaux qu'on vous fait avec des petites ICO et des choses comme ça, des projets auxquels on est partenaires qui sont très importants. Venez regarder ça s'il vous plaît. Pour tous les liens, pour toutes les informations que vous voulez voir, regardez tout ça dans la partie du Discord, je vous mettrai tout ça comme d'habitude. Merci à ceux qui étaient en direct sur Twitch et à ceux qui regardaient la vidéo sur YouTube. Je vais rester un petit peu avec ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok. Ciao, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.